Cette semaine, AWS continue d'innover avec 102 nouvelles fonctionnalités mises à jour. Au programme, le support Dual Stack IPv4, IPv6 pour API Gateway, IAM et encore un autre service. Amazon SageMaker qui arrive à Paris, tadam. Et puis des nouveautés sur CodeBuild, sur DynamoDB et sur EC2 et encore quelques autres. On va parler de tout ça dans ce court épisode du podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins dans les bonnes applications de podcast. Depuis 6 ans, vous êtes fidèles au rendez-vous, je cherchais mon mot. Merci de vous abonner, de recevoir ainsi les nouveaux épisodes tous les vendredis matins. L'actualité de la semaine, c'est essentiellement l'actualité de la semaine prochaine aussi. C'est le Summit AWS à Paris. C'est la plus grande conférence cloud en France. Vous serez entre 8000 et 10 000 à arpenter les couloirs du Palais des Congrès à la Porte Maillot dans le 17e à Paris. Les inscriptions sont encore ouvertes, il y a encore de la place si vous voulez venir. Je vous mets le lien évidemment pour les inscriptions dans les notes de ce podcast. On s'y verra puisque j'aurai un petit studio de podcast et j'aurai le plaisir d'enregistrer des épisodes avec différents clients tout au long de la journée, de l'après-midi en tout cas, après la keynote du matin. Dans la keynote, vous aurez Julien Grouès, le General Manager d'AWS Europe Sud, dont fait partie la France. Il y aura Mélane Thomassen qui est VP stockage qui présentera une bonne partie de la keynote. Et puis on aura des clients, notamment le fondateur de Mistral, l'IA française. Il y aura Safran également. Il y aura Conto sur scène pendant la keynote. Bref, un événement à pas louper si vous êtes actif dans le monde du cloud et que vous êtes en France ou pas trop loin, en Belgique, à Luxembourg. C'est le bon endroit pour être. C'est mercredi prochain, le 9 avril, et c'est au Palais des Congrès à Paris. L'actualité qui a gardé mon attention cette semaine, je vous ai dit 102 nouveautés. Alors évidemment, on ne va pas parler de tout. Évidemment, ma sélection est biaisée en fonction des nouveautés qui pourraient vous intéresser, vous, les builders, les développeurs que vous êtes. Quelques nouveautés régionales sur Paris, je l'ai déjà mentionné, mais j'en reparlerai plus en longueur un peu après. La première nouveauté, et ça commence à devenir un thème récurrent dans le podcast AWS en français, ce sont ces services qui basculent vers IPv6 ou en tout cas du dual stack IPv4, IPv6. On a déjà fait des épisodes recherchés dans l'historique du podcast, des épisodes sur IPv6, et une des conclusions de ces épisodes, c'est que tous les services ne supportent pas encore IPv6 et c'est de moins en moins le cas, car une fois par mois au moins j'ai l'occasion de vous dire maintenant il y a tel service et tel service qui sont disponibles en dual stack IPv4, IPv6. Le gros de la semaine, c'est Amazon API Gateway qui passe en dual stack. Donc API Gateway, c'est ce service entièrement managé pour faire vos applications, vos API REST, vos API HTTP ou vos API WebSocket par exemple. Et bien maintenant, les appels à API Gateway peuvent se faire depuis des clients IPv6, en plus évidemment des clients habituels en IPv4. Les API de management passent en IPv6 également, donc vous pouvez créer ou modifier les configurations d'API Gateway à partir de clients en IPv6. C'est extrêmement simple. Dans la console, il y a juste une option en plus avec le type d'adresse IP, IPv4 ou dual stack, et si vous utilisez le CDK pour créer votre API également, il y a un nouveau paramètre dans l'objet API Gateway qui s'appelle IP Address Type. Par défaut, ça sera IPv4, mais vous pouvez mettre la valeur dual stack pour avoir des adresses IPv6 également. Attention, si vous passez l'API Gateway en IPv6 et que vous utilisez des politiques d'accès IAM qui ont des conditions sur les adresses IP, n'oubliez pas de mettre à jour également les conditions sur les ranges d'adresses IP qui sont acceptables pour ajouter les ranges IPv6 en plus du range IPv4. C'est ma collègue du AWS Newsblock, Betty Zeng en Chine, qui a écrit l'article du blog post, et je vous le partage évidemment dans les notes de ce podcast. Il y a 2 autres services qui passent en dual stack également. Il y a IAM, Identity and Access Management, donc qui offre maintenant un dual stack endpoint qui vous permet donc de vous connecter à IAM depuis IPv6, IPv4 ou des clients dual stack. Et puis il y en a un autre qui est peut-être un
peu moins populaire, ou moins connu, qui s'appelle Resource Access Manager, qui lui aussi supporte IPv6 et les dual stack à partir du 31 mars. Donc ça fait une semaine maintenant, des bonnes nouvelles pour l'adoption d'IPv6. Je l'ai dit dans le teaser, dans l'intro, Amazon SageMaker est maintenant disponible dans 2 nouvelles régions, dont une qui va certainement vous intéresser, c'est la région Europe-Paris. Donc SageMaker, vous le savez, c'est le centre, le point central sur AWS pour gérer vos données, l'analytique et l'IA. Vous pouvez accéder aux données, vous pouvez accéder aux outils, que ce soit pour collecter des données, pour les analyser, pour les préparer, pour entraîner des modèles, pour gérer vos data lakes. Le nouveau SageMaker est un espèce d'umbrella, de portal d'accès à vos données qui inclut l'accès à EMR, à Glue, à Athena, à Redshift, à Bedrock et évidemment à SageMaker AI et le nouveau SageMaker Lakehouse également qui vous permet de déployer des Lakehouse en gardant les données là où elles sont sur S3 avec S3 Table par exemple ou dans Redshift et puis de cataloguer et d'appliquer la gouvernance de vos données. Si vous n'avez pas encore regardé le nouveau SageMaker qui a été annoncé en tout cas en preview à reInvent est disponible depuis le 14 mars. Je m'en souviens par cœur parce que c'est Pi Day, le jour de Pi 3.14 en américain. Allez jeter un coup d'œil, surtout que maintenant il est disponible à Paris et donc ça s'applique pour vos données qui sont stockées à Paris également. Et l'autre service lié à la data qui est maintenant disponible à Paris, c'est DataZone, Amazon DataZone. Amazon DataZone, c'est un service qui vous permet de partager des données au sein de votre organisation. Donc c'est un service entièrement managé pour cataloguer, découvrir, analyser, partager, gouverner des données entre des producteurs de données et des consommateurs dans votre organisation. Donc avec Amazon DataZone, le data producteur que vous êtes ou que votre collègue est peut remplir des catalogues de données avec la description des données qui viennent de Glue par exemple ou des tables Redshift. Et puis les data consommateurs que vous êtes peuvent chercher des jeux de données, peuvent s'inscrire à des jeux de données pour être avertis quand ils vont se rafraîchir, peuvent naviguer le catalogue et peuvent commencer à analyser les données auxquelles ils sont abonnés avec directement un accès aux données depuis Redshift ou depuis Athena par exemple. Donc c'est un portal de la donnée pour vos entreprises, ça s'appelle Amazon DataZone et c'est disponible depuis fin mars maintenant sur la région Paris. Du côté de CodeBuild. CodeBuild, c'est ce service qui vous permet de builder vos applications, donc d'implémenter vos chaînes de CI/CD et de faire vos tests également. Une des remarques qu'on avait de la part de nos clients, c'est que si je voulais exécuter mes tests sur CodeBuild, eh bien ces tests allaient s'exécuter séquentiellement sur un nœud de build, ce qui peut parfois prendre beaucoup de temps. Et vous avez évidemment intérêt à réduire vos temps de build. Je parlais avec un client l'autre jour qui a 300 pull requests par jour. Chaque pull request déclenche un build. Chaque build dure 1 heure. CQFD, 300 fois 1 heure. Il faut beaucoup de machines pour pouvoir tenir cette charge-là. Donc si vous répartissez vos tests sur plusieurs machines, eh bien, il y a moyen de réduire les temps de build pour chaque build. Eh bien, c'est justement ce que CodeBuild permet de faire depuis fin mars également, c'est de rendre l'exécution des tests en parallèle, c'est-à-dire que pour chaque build, il y a plusieurs machines qui vont être démarrées, une probablement qui va faire le build, mais plusieurs qui vont exécuter les tests en parallèle. Alors il y a différentes options de sharding pour savoir comment les tests vont être répartis sur les machines, et puis il va collecter les résultats des tests pour vous donner un rapport complet en fin de cycle pour voir quels sont les tests qui sont passés et ceux qui ne sont pas passés. C'est moi qui vous ai écrit le blog post pour annoncer ces nouveautés. Je me suis un peu amusé pour écrire ce blog post parce que j'avais besoin d'un projet avec beaucoup de tests et donc j'ai demandé à Amazon Q Developer pour la ligne de commande, vous savez, cet assistant auquel vous pouvez accéder dans votre terminal en tapant Q Chat. Je lui ai demandé de générer un bête projet Python mais avec beaucoup
beaucoup de tests et des tests qui prenaient du temps, au moins 1 seconde par test. Et j'étais amusé parce qu'il m'a pas généré la quantité de tests que je lui ai demandé, mais il m'a généré un script Python pour générer des tests, ce que je trouvais très intelligent de sa part, ce qui m'a permis d'itérer moi-même et de trouver la bonne quantité de tests pour cette démo. J'ai fini avec 1800 tests qui prenaient chacun 1 seconde et je les faisais tourner en parallèle sur 10 nœuds de code build, et j'ai ainsi diminué les tests de ce projet de 35 minutes à 6 minutes simplement. Dans ce cas spécifique-là, évidemment, les chiffres et les ratios ne seront pas les mêmes pour votre projet, mais c'était pour donner une idée d'ordre de grandeur. Voilà, si vous êtes impliqué dans le test et que vos tests prennent du temps, allez voir Code Build Parallel Testing. Autre nouveauté pour les développeurs, si vous utilisez AWS Amplify Hosted Site, donc c'est cette partie d'Amplify qui implémente aussi du CI/CD, qui permet très facilement de déployer des applications web, parce qu'il met à votre disposition une chaîne de CI/CD, du hosting sur S3 avec un CDN devant CloudFront. Une des choses qui manquait dans Amplify Hosted Site, c'était la possibilité de greffer le Web Application Firewall devant. Vous pouviez le faire, mais c'était un peu convoluted, comme on dit en anglais, c'était un peu compliqué. Maintenant, c'est super facile, c'est dans la console d'Amplify directement. Vous pouvez dire j'ajoute le firewall, voici les groupes de règles que je veux rajouter, et voilà, vous attendez quelques minutes et puis c'est fait. Il y a un prix, c'est pas gratuit, il y a le prix évidemment des règles de WAF, mais il y a un prix par application par mois ajouté par Amplify également, parce que c'est tellement simple que voilà, il y a une valeur ajoutée à cela, et on estime cette valeur ajoutée à $15 par mois par application quand on attache un Web Application Firewall à votre application. Et tant que je parle d'Amplify, il y a une petite nouveauté sur Amplify Swift également. Donc si vous créez des applications iOS, Amplify Swift est une librairie qui vous aide à accéder très facilement à des services en back-end, des services AWS en back-end. Il supporte maintenant les keychains partagés. Ça veut dire quoi? Si vous, en tant que développeur, vous avez 2 applications, eh bien vous pouvez partager des secrets ou des mots de passe par exemple entre ces 2 applications sur les téléphones de vos clients, là où avant vos clients devaient se réauthentifier chaque fois dans chaque application. Maintenant on peut définir dans Amplify Swift le fait d'utiliser une keychain partagée, ce qui est une capability, une feature, une possibilité offerte par iOS. Côté base de données, une petite nouveauté qui m'a fait sourire, c'est DMS, Data Migration Service, qui vous aide à migrer des données, mais aussi à transformer des schémas de base de données entre 2 bases de données, entre une base de données commerciale propriétaire par exemple, et puis des bases de données open source comme Postgres ou MySQL. Eh bien, DMS Schema Conversion maintenant supporte la conversion de schémas pour IBM DB2 pour ZOS, les mainframes, vers Amazon RDS DB2, puisque DB2 est disponible depuis 1 an ou 2 déjà maintenant sur RDS. DB2, c'est cette base de données qui date des années 70 d'IBM, très populaire dans le monde des mini et des mainframes sur ZOS. Ils ont une version Linux également, et elle est disponible en version managée dans le cloud depuis 2 ans, je crois, depuis reInvent il y a 2 ans. Et bien maintenant, vous pouvez automatiser la conversion de schémas entre vos bases de données sur mainframe et vos bases de données dans le cloud. Et tant que je suis à parler de bases de données, il y a une nouveauté sur DynamoDB également, qui supporte maintenant des statistiques au niveau des percentiles, donc les 95 ou les 99% des données les plus fréquentes, pour la latence des requêtes. Alors vous allez me dire, c'est très anecdotique quand même que DynamoDB supporte les statistiques par percentile pour la fréquence des requêtes, et vous avez raison. Alors pourquoi j'en parle dans cet épisode de podcast? Pour vous rappeler que quand vous mesurez des latences ou des temps de réponse, ne mesurez pas les moyennes ou même les médianes, ça n'a aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est de voir le percentile à 95, 98, 99%, c'est-à-dire quelle est l'expérience moyenne pour 99% du temps, 99% des requêtes. S'il y a 2-3 données extrêmes, soit vers le haut, soit vers le bas, qui arrivent extrêmement rarement,
on peut les éliminer, on peut considérer que ce ne sont pas des données statistiques normales, et donc demandez-vous quelle est, non pas la valeur moyenne du temps de latence d'accès à vos services, mais quelle est la valeur au percentile, et je dis typiquement 95, 98, 99. De plus en plus, nos services permettent de le faire. Dans CloudWatch, vous pouvez demander des percentiles déjà depuis pas mal de temps, et maintenant vous pouvez le faire sur DynamoDB également. Encore deux choses, une importante sur EC2, si vous utilisez EC2, des virtual machines et des grosses machines, et que vous avez du trafic entre régions, vous ne le saviez peut-être pas, mais entre deux grosses machines entre régions, vous n'aviez pas accès à la totalité de la bande passante qui est capable de débiter votre instance EC2. Donc le trafic interrégion était limité à 50% de la bande passante agrégée d'une instance EC2 pour les grosses instances avec plus de 32 CPU, ou à 5 gigabits seconde maximum pour les instances plus petites. De la même manière, si vous utilisiez des jumbo frames, que vous configurez le stack TCP/IP pour avoir des grandes frames, ça peut aller jusqu'à 8500 bytes maintenant, mais vous ne pouviez pas utiliser ces jumbo frames dans le trafic entre régions. Et bien maintenant vous pouvez, vous avez accès à la totalité de la bande passante capable de sortir vos instances EC2 pour du trafic entre régions ou du trafic Direct Connect, et vous avez également accès au jumbo frame. Vous n'êtes plus limité à 1500 bytes par taille de paquet TCP, mais vous pouvez aller jusqu'à 8500 bytes, quasiment 8K, enfin non 8K pour vos jumbo frame. Donc c'est uniquement intéressant si vous avez beaucoup de trafic entre régions et entre des instances EC2. Et puis les deux dernières nouveautés que j'ai accrochées pour vous cette semaine, c'est Amazon Corretto 24 qui est disponible. Donc Amazon Corretto, c'est la distribution gratuite multiplateforme et prête à la production et supportée de OpenJDK. Donc c'est JDK 24, avec quelques nouveautés intéressantes dans OpenJDK 24, notamment sur un nouvel algorithme de garbage collector, de ramasse-miettes, qui est donc capable d'améliorer le throughput, donc il fait moins de pauses pendant la collection des objets en mémoire. Il est également plus efficace en chargement de vos classes Java, puisque vous savez qu'au moment du chargement de la classe Java, il y a le linking qui se produit, et donc charger des applications Java, ça peut être assez lent, ce qui est un désavantage sur des environnements où les applications démarrent souvent, par exemple comme Lambda, le fameux démarrage à froid de Lambda sur Java peut parfois prendre plusieurs dizaines de secondes pour des grosses applications, et donc avec JDK 24, vous avez des nouveaux algorithmes de chargement de classe qui permettent de diminuer le temps de chargement de vos applications Java. Et dans le même ordre d'idée, il y a une update également pour Amazon Linux 2023, c'est le 7e quarterly update, donc ça va bientôt faire 2 ans que Amazon 2023 est sorti. Ben oui, on est en 2025, 2023, ça tient la route. Cette nouvelle version apporte quoi? Nouveau kernel 6.12, mise à jour d'OpenSSL à la version 3.2.2, et puis évidemment un refresh général de tous les packages qui sont fournis avec Amazon Linux 2023. Il y a une nouveauté quand même intéressante, je trouvais ça amusant, il y a maintenant un graphical desktop, donc il y a X qui est inclus, et GNOME, c'est GNOME 47 qui est inclus, avec un notepad, avec un éditeur de texte, donc avec Mozilla, avec un file manager, etc. Donc si vous voulez démarrer un environnement graphique sur une instance C de Linux et vous y connectez à distance avec le protocole X, avec un tunnel SSH évidemment, vous n'allez pas faire du X en direct, eh bien c'est maintenant possible sur Amazon Linux 2023.7. Voilà, c'était les principales nouveautés que je voulais partager avec vous cette semaine. Tous les liens vers les articles de blog et les notes sont évidemment dans les notes de votre application de podcast. Vous scrollez un peu. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. La semaine prochaine, il y aura 2 épisodes du podcast. Mercredi, le jour du Summit, il y aura un épisode Women in Tech où on parlera diversité, équité, inclusion avec les programmes que Capgemini met en place à ce niveau-là. Et puis vendredi, on va parler du sujet chaud du moment. On va parler d'IA agentique et ce que ça veut dire que créer des agents, ce qu'il y a moyen de faire avec. On va parler du
du fameux protocole, dont tout le monde parle depuis quelques semaines, qui s'appelle MCP, Model Context Protocol. On va vous expliquer tout ça avec le CTO de la société Mindflow. Ça sera vendredi prochain dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, venez nous dire bonjour au Summit sur le studio de podcast mercredi après-midi au Palais des Congrès à Paris. Et en attendant, quoi que vous codiez, codez-le bien.